Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des Terra Mucho. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir ici sur cette antenne Dolores Maché. J'espère que j'ai pas mâché son nom. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, c'est une jeune Camerounaise qui a une licence en genre et développement et un master en droit environnemental. Elle vit à Yaoundé et c'est une jeune très dynamique sur tout le front. Elle s'engage à titre personnel. Elle a créé une association, vous allez les découvrir tout à l'heure, mais elle s'engage aussi avec plein d'autres organisations internationales. Elle travaille aussi avec Greenpeace et avec son association Nature Gives Back. Elle va nous en parler tout à l'heure. Donc voilà, je vais laisser la parole à Dolores. Dolores, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour, et c'est un plaisir pour moi d'être ici, vous partager avec vous ce que je connais et aussi découvrir surtout Super. le podcast. Super. Donc Dolores, tu t'appelles Maché Dolores. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom, mais on va juste attaquer comme ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais directement, est-ce que tu peux me dire Maché veut dire quoi? Est-ce que tu connais le sens de ça? Je sais qu'en Afrique, nos noms ont un sens. Bah ouais, Est-ce ouais. que celui-là a un sens? Donc ça a un sens. Moi, c'est Maché Ngassin Darcis Dolores. J'aime bien qu'on dise Maché Dolores, c'est plus court et c'est plus facile à retenir. Maché, bon, ça c'est la prononciation en français. En langue maternelle, je suis de l'Ouest Cameroun, Bamendjo, on dit Mache. Mache. Donc, ma, généralement, ça renvoie à la mer. Et che, ça a deux sens. Soit c'est la connaissance, soit c'est l'eau. Donc, on va dire mache, ça dira la mer de l'eau ou la mer de la connaissance. Ça dépendra de qui, on prend comme on veut, mais soit de l'eau, soit de la connaissance. Voilà la signification. Intéressant. Et toi, tu le vois comment? Tu préfères? Je préfère la connaissance. Je préfère mache qui est la mer de la connaissance parce que j'aime chercher, j'aime être toujours en train de fouiller, comprendre comment ça se passe, comprendre ce qu'il y a, ainsi de suite. Donc, je préfère la connaissance. Super, super. Ça te ressemble en tout cas parce Merci. que tu vois, quand je te vois, je vois tes actions en ligne aussi, hein, et quand on en parle, on voit que tu es toujours en train même de partager des connaissances et d'impliquer les gens, de trouver les speakers, de connecter aux jeunes pour toujours partager plus de connaissances. Ça te ressemble en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, du coup, Dolores, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu, donc tu as commencé à dire, tu viens de Barmenjou, c'est Oui, ça, oui. mais tu nous dis un peu comment tu as grandi là-bas, plonge-nous un tout petit peu dans ton monde qui t'a bercé dans les jeunes âges. Dis-nous vraiment d'où tu viens. Alors, bon, je l'ai dit, je suis de l'Ouest Cameroun, Bamendjou. Et ma famille, c'est-à-dire mon père, ma mère, ils ont vécu à Bafoussam, une ville de l'Ouest Cameroun. Et chaque fois quand j'étais là-bas, pendant les vacances, on nous envoyait au village, aller passer le temps à la grammaire, aller cultiver du champ, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que je me souviens une seule fois, étant là-bas au village, ma tante, bon, je l'appelle la tante, c'est la belle-fille de ma grand-mère. Elle m'a dit, va au magasin, prends-moi une pomme, tu me la portes, je vais brûler, je vais briser, ça va me mettre au feu. Et elle m'a précisé, prends-moi la plus grosse pomme. Quand j'entre au magasin, je fouille, je vois dans la plus grosse pomme, quand je viens le remettre, ça dit, mais attends, tu te fous de moi, quoi. C'est pas la grosse pomme ici, je veux la plus grosse. Et la grand-mère était à côté, elle a dit, non, c'est la plus grosse. Les champs ne produisent plus comme avant. Avant, on avait des pommes qui étaient plus grosses, mais maintenant, ça ne produit pas. Et c'est comme ça. Et la grand-mère a encore insisté en disant, les sols ne sont plus assez fertiles comme avant. Et moi, je me suis dit, tiens, pourquoi ce n'est plus fertile? Mais quand j'étais encore plus jeune, je juste me posé la question comme ça, mais je savais pas que la question là devait m'amener où je suis aujourd'hui. Parce qu'au fil du temps, je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais ça venait, ça repartait parce que, bon, en tant que jeune enfant, on va pas se concentrer sur... T'avais quel âge à peu près? Ben, je dirais 11 ans. Ok. 11 ans, l'environnement et moi, vraiment, on n'était pas, je veux pas dire, on était très proches. Donc, c'était juste une question qui était là, un questionnement qui était là. Mais je n'avais pas approfondi. C'est au fil du temps, quand j'arrive à l'université et j'étudie, je me rends compte qu'il y a les questions entre femmes et hommes, il y a le genre et ainsi de suite. Il y a aussi la protection de l'environnement, la contribution de la femme. Et c'est là que je me rends compte, en fait, que chaque fois ma grand-mère travaille autant et elle se bat, c'est-à-dire, d'être dans 5 ans. La première année, elle va beaucoup cultiver. L'année qui suit, elle va toujours beaucoup cultiver. Le rendement n'est pas le même. Qu'est-ce qui cause cela? La femme travaille beaucoup. Comment dire, la récolte est minime. Et tout ça, c'est à cause des changements climatiques. Autant là, je ne comprenais pas encore. C'est avec le temps que je me rends compte en fait que c'est ça. Tout cela a un impact sur la femme, un impact sur l'être humain et il est important de prendre des actions. Donc, voilà comment j'ai grandi étant très jeune au village, dans la région de l'Ouest, et j'ai beaucoup découvert aussi. Donc, ça a été un plaisir pour moi jusqu'à présent. Ce sont des souvenirs qui me baissent beaucoup et ça me donne envie de vraiment me battre.
Quand je repartis là-bas, il dit, voici comment on peut faire les choses, voilà la solution qu'on pourrait avoir. Donc, voilà. D'accord. Eh bien, c'est hyper intéressant comment des petits moments comme ça peuvent vraiment nous suivre et on voit le lien que ça tire sur la personne qu'on devient, les choix qu'on fait dans la vie. Et en parlant des choix, donc toi, tu as choisi en fait de t'engager après tes études justement en droit environnemental, en genre. Aujourd'hui, tu travailles avec les jeunes d'une manière générale. Dis-nous pourquoi et qu'est-ce que tu fais avec les jeunes de manière générale. On va rentrer dans les détails de avec qui, comment, mais juste pourquoi les jeunes et comment tu le fais. Alors, au répondre à la question de pourquoi j'ai choisi de travailler les jeunes, je me dis c'est tombé, j'ai envie de dire c'est tombé comme ça. Parce que dès la base, quand j'allais à l'université, je voulais vraiment faire communication. Parce qu'à la maison, chaque fois, ma grand-mère, mes tantes, on me grondait chaque fois, tu parles trop vite, donc pardon, ta place c'est être journaliste là. Donc quand tu as le bac, va faire le journaliste. Mais quand je suis arrivée à l'université, j'ai vraiment changé de paradigme. J'ai compris qu'il y avait cet aspect de genre et le genre était lié aussi au droit. Oui. J'aime bien le droit et c'est comme ça que je me suis engagée dans le droit. Donc avec mes études de droit et la jeunesse, vous voyez, généralement il n'y a pas trop de liens parce que quand on dit quelqu'un qui a fait le droit, il va aller chaque fois au tribunal, à la cour, etc. Donc j'ai choisi d'être avec les jeunes parce que j'ai fait du volontariat avec Greenpeace. Quand j'ai fait du volontariat avec Greenpeace, je me suis rendu compte que j'avais cette facilité de comprendre les jeunes et eux aussi avaient la facilité de m'écouter. Et ça, c'est même le deuxième aspect parce que quand j'étais encore à Boya, quand j'ai fait mes études du genre là-bas, j'ai eu le poste de présidente des jeunes. Et étant présidente des jeunes, ça m'a permis vraiment de travailler avec les jeunes, de découvrir même mon type de leadership, de savoir comment parler aux jeunes, savoir comment parler aux autres et même comment gérer les projets, gérer même les émotions. Et je me suis rendu compte, tiens, ils peuvent m'écouter et je peux les écouter, je peux comprendre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ressentent aussi. Donc, il est donc important pour moi de me rapprocher plus. C'est comme ça, quand je reviens avec Greenpeace à Yaoundé, on me donne la coordination des jeunes à soi. Et c'est comme ça que ce lien entre moi et les jeunes est. Et jusqu'à aujourd'hui, le lien est toujours là. Et vraiment, je me sens très bien quand je le fais. Ok. Donc, du coup, si on revient du coup sur ton parcours, tu commences très vite en tant que volontaire avec Greenpeace vers Boya. Non, Greenpeace à Yaoundé. À Boya, je suis la présidente des jeunes de ma paroisse. D'accord, ok. Oui, je suis la présidente des jeunes de la paroisse. Et quand je reviens à Yaoundé, c'est là que je continue. Tu as quel âge quand tu es présidente des jeunes de ta paroisse, à peu près? Disons 19, 20 ans. D'accord. Oui, 19, 20 ans, c'est quand je commence avec le leadership là-bas, présidente. Du coup, comment tu passes de ça, la présidente des jeunes dans une paroisse, à la fondatrice de Nature Gives Back? Raconte-nous un tout petit peu ton parcours et finalement, qu'est-ce qui t'a conduit bout à bout sur ce chemin-là? Quand je deviens présidente des jeunes, je me dis que je veux pas mélanger les fleurs. C'est que quand je suis arrivée à Boya, je suis à la paroisse, et les jeunes m'ont regardé, je sais pas, il y a eu une attirance entre eux et moi. Donc on a dit, on veut une présidente. Tu étais jeune, c'est normal. Il y a pas, vous étiez tous jeunes. Voilà, très bien. On était jeunes, mais je sais pas ce qui s'est passé. Quand on a dit qu'il fallait nominer quelqu'un qui doit être présidente, c'est moi qu'ils ont choisi. C'est comme ça que je prends le poste de présidente. Et je vous dis, c'est la période de ma vie où j'ai vraiment découvert le leadership avec les pleurs. C'est-à-dire les larmes aux yeux, parce que c'était une difficulté. Mais je me souviens aussi, j'avais des mentors, des encadreurs, des aînés qui étaient là chaque fois près de moi et me disaient, il faut pas baisser les bras. Parce que je leur avais dit, sachez que demain, je ne viens plus. On fait une réunion aujourd'hui, je leur dis, je ne viens plus demain. Ils m'ont dit, de le reste, c'est ton travail, c'est ta tâche, c'est ton fardeau sur terre, tu dois tenir ce fardeau. Et chaque fois qu'ils me disaient cela, ça me donnait encore plus de force de continuer. C'était si difficile parce que, il y a, vous savez, quand vous êtes dans un groupe, il y a toujours des mots qui font mal. C'est-à-dire, on te lance un mot, on te dit, toi, tu n'es même pas de cette culture, tu es qui? Parce que je n'étais pas de la... Tu n'étais pas de Boya. Je n'étais pas de Boya à la base. Et les présidents qui étaient là avant moi étaient de là. Donc, j'étais comme, un intrus. L'intrus dans la maison. Tu sors d'où et tu es qui? Tu veux nous commander, tout ça. Mais les aînés avaient compris que j'avais déjà ce leadership-là. J'avais le devoir de travailler, de les soutenir. C'est comme ça que j'ai appris avec les larmes aux yeux. Et jusqu'aujourd'hui, ce leadership-là m'aide. Parce que j'ai compris qu'il est facile, il est possible pour chaque personne de pouvoir créer. Et je me souviens une fois quand j'étais au champ avec ma maman, cette fois-ci, je lui ai dit, maman, quand je me regarde et je vois la nature, je sens que je vais créer quelque chose. Je ne sais pas ce que je vais créer, mais je vais créer quelque chose. Pourquoi ça t'a donné cette impression quand tu... Parce qu'on était au champ, et je vois comment elle se battait avec sa petite sœur qui est ma tante. Elle se battait tellement, tellement, et quand je vois le rendement, c'est pas aussi... Quand tu dis se battre, c'est travailler dur. Elle travaille dur.
Dieu, je t'ai dit, elle travaille presque un hectare de terre, mais quand tu vois le rendement, c'est pas ça. Et ça m'énervait, mais je disais, tiens, il faudrait, qu'est-ce qui fait en sorte que le rendement n'est pas équitable au travail qu'on fait? Et je dis, maman, tu sais quoi? Sache que je vais créer quelque chose. Je ne sais pas ce que je vais créer, avec que je te parle de cela, mais je vais créer quelque chose. Et quand je lui ai dit que j'ai créé une étude, elle était si heureuse. Je lui ai dit, maman, tu te souviens, non? On est encore au début, on va arriver quelque part. Ça, ce n'est que le début. C'est donc comme ça que mon leadership que j'ai eu à Boya m'a permis d'avoir des compétences, même de l'expérience pour être capable de mettre aujourd'hui Nature Gives Back sur pied. Et Nature Gives Back n'est qu'au début. On en a parlé, ce n'est qu'au début. Et avec le temps, on découvre encore et on se forme encore. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtiendra ce qu'on cherche à avoir. Donc, de la paroisse, tu débarques dans Greenpeace, c'est ça? Ouais. Pour faire quoi? Volontaire, pour faire quoi? Je débarque à Greenpeace en tant que volontaire. Parce que quand je quitte de la paroisse, je me suis rendu compte déjà à la paroisse, il y avait un grand champ. On avait prévu un projet, malheureusement, avec toutes les crises et tout ça, on ne pouvait plus faire parce qu'on voulait entrer dans l'agriculture. Et moi, avec mon background de femme, c'est-à-dire j'ai la connaissance sur les questions de genre, de développement, j'ai aussi l'expérience des jeunes. Et on a un projet qu'on veut mettre sur pied, mais la crise nous empêche de le faire. Donc, quand j'arrive ici, je cherche, bon, quelle est donc l'organisation qui va me permettre de mieux comprendre le volontariat et aussi à l'échelle internationale, pas seulement au niveau local, mais aussi à l'échelle internationale. C'est comme ça que, quand Greenpeace signe une pétition au niveau de soi, je demande donc à la jeune fille qui me fait signer comment faire pour être membre de Greenpeace. Elle me parle donc du volontariat et j'ai dit, bon, je vais devenir volontaire. C'est comme ça que je prends la main, je deviens volontaire et par la suite, on me vote encore comme coordonnatrice des volontaires là-bas à soi et avec le temps. C'est comme ça que je prends encore beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience pour être qui je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu continues à t'impliquer un peu avec Greenpeace au niveau des soins. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ok, à soi, c'était, parce que je préfère le dire, c'était, j'étais volontaire, coordonnatrice des volontaires. Maintenant, à l'heure où on parle, Greenpeace a mis sur pied un projet pour les jeunes. Et là, je suis Youth Team Lead. Avec Greenpeace, je suis Youth Team Lead où je donne 50% de mon temps, toujours pour travailler avec les jeunes dans les questions environnementales, justice climatique, plaidoyer, innovation, et comment est-ce qu'ils peuvent se mobiliser et être plus engagés. Et c'est quoi exactement ton travail du coup? Qu'est-ce que tu fais avec les jeunes dans le cadre de ce projet avec Greenpeace? Ok, ce que je fais avec les jeunes, c'est je vais classer de deux manières. Je mobilise les jeunes et je les forme. Mobiliser les jeunes dans le sens où on a aussi un centre à leur disposition. Chaque fois, on passe la communication dessus, ils peuvent venir utiliser le centre. Et quand on les forme également, on mobilise, c'est-à-dire on contacte ceux qui veulent la formation, qui ont montré le désir d'être formés et ils viennent et on les forme. D'accord. Ok, c'est hyper intéressant tout ça. Donc du coup, comme j'ai dit, tu es une jeune à multiples casquettes. Donc tu es engagée avec Greenpeace dans ce projet Mboa Hub, à soi. Et tu fais pas que ça. Tu t'es pas arrêté là, tu as fondé Nature Gives Back. Finalement, l'histoire que tu racontais à ta mère que tu vas créer quelque chose, bon, voilà. Tu as créé Nature Gives Back. C'est quoi Nature Gives Back? D'où est venue l'idée de le faire? Ce que je vise avec Nature Gives Back, c'est certes un monde où l'homme vient en harmonie avec la nature, ça c'est donc. Et notre vision, c'est celle où on est centré sur l'expertise des jeunes, l'expertise de chaque personne, pour le bien-être et le développement du monde ou de la localité où on se trouve. Et aussi, bien qu'on parle de l'environnement, on ne limite pas seulement l'environnement, on pense aussi au développement personnel de chaque personne. Parce que pour être capable de protéger l'environnement, si moi je ne me sens pas bien dans ma peau, c'est impossible. Il faudrait que je me sente d'abord bien dans ma peau pour être capable de penser à tout ce qui est externe. Donc, mon intérieur doit être bien pour penser aussi à l'aspect externe. Et c'est donc, ça maintenant, là, tu vas les décoder pour un enfant de 7 ans. Ouais. Pour un enfant de 7 ans, concrètement, qu'est-ce que tu fais avec Nature Gives Back. Nature Gives Back? Okay, à Nature Gives Back, ce que je fais, je forme. C'est-à-dire, je me rassure que chaque personne ait la possibilité de comprendre quand on parle de protection de l'environnement. Ça, c'est une chose, je forme. À Nature Gives Back, je crée une plateforme où les jeunes, ça peut être un jeune qui est à l'école, ça peut être un jeune qui est chercheur, ça peut aussi être un moyen. Très bien. Quel âge à peu près la moyenne? Donc, les jeunes, généralement, je travaille avec ceux qui sont un peu plus grands, 18 et 35 ans. Voilà. Entre 18 et 35 ans. Okay. Voilà les jeunes avec qui je travaille, on est ensemble et on invite maintenant les membres du gouvernement et ils viennent, ils nous donnent des connaissances oui, sur les questions qui touchent peut-être l'environnement et l'intelligence artificielle parce que récemment, cette année, on a eu une conférence dessus. Est-ce qu'il y a réellement un lien entre la protection de l'environnement et l'intelligence artificielle? Et heureusement, on a eu le soutien du gouvernement et aussi de M. Guillaume Soto qui est venu former comme il est un expert dans le domaine. Voilà un exemple. Encore, on se rassure que les jeunes soient aussi capables
ne dois pas parler en public. Mais là, c'est plus les jeunes de 18, ce sont les jeunes secondaires, vous savez, ils sont dans les 11, 14, Ah, 15. les plus jeunes. Très bien, au secondaire, oui, secondaire, lycée, collège. Donc là, on leur apprend à parler en public et aussi à utiliser des déchets plastiques et tout ça pour créer quelque chose de nouveau parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup d'esprit de créativité. Que de les laisser comme ça, autant mieux leur donner la possibilité de créer quelque chose et aussi de parler en public, d'exprimer ce qu'ils ressentent. Parce que pour moi, la chose la plus importante pour un enfant, pour moi, hein, j'insiste, c'est d'avoir confiance en soi. C'est quand un enfant a confiance en lui ou elle a confiance en elle, c'est plus facile pour cet enfant de prendre position, d'agir, d'avoir ses opinions, même si c'est que de temps en temps, il peut changer. Quand il apprend, on l'apprend, on désapprend, ainsi de suite. Mais quand il a confiance en lui, il est capable de changer le monde. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Et à travers l'oratoire, c'est un moyen plus facile de permettre à l'enfant d'avoir confiance en lui. Voilà. D'accord. Donc, les plus jeunes, l'art oratoire, les autres, des formations, les sensibilisations sur des questions environnementales. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que ça change, en fait? Notre manière de comprendre notre pays et l'Afrique. Je vais prendre un exemple simple. On sait tous que le Cameroun, par exemple, je prends le nom du Cameroun, a beaucoup de potentiel. Sur le plan de la forêt, sur le plan de l'or, les diamants, c'est-à-dire les minéraux, les ressources naturelles. Il y en a assez. Mais maintenant, quand on sort là, on regarde notre pays et on se regarde, est-ce qu'on est capable de dire qu'on bénéficie de ce que la nature nous a donné? C'est difficile de confirmer qu'on bénéficie. C'est pas possible. Le niveau de pauvreté et la quantité de ressources qu'on a, il y a trop une différence. Et il y a une certaine injustice quelque part parce que les ressources ne sont pas là, on les exploite. Ce sont les ressources qui sont exploitées chaque fois. Mais est-ce que la population, le peuple est capable de dire que je bénéficie de ce qui est? Généralement, c'est pas le cas. Donc, on voudrait arriver à un niveau où quand on dit on exploite les ressources naturelles du pays, que le peuple, que la population, que même les jeunes soient capables de dire je suis en train de bénéficier. Et voici le mécanisme par lequel on bénéficie tous. Donc voilà ça y est, vous allez vous mettre avec les gouvernements à tout défricher en fait, à tout exploiter, les ressources naturelles. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que, bon, à l'heure où on parle, est-ce qu'on n'est pas en train de couper les arbres dans les forêts? À l'heure où on parle, est-ce qu'on n'est pas en train d'exploiter l'or, le diamant? Est-ce qu'on n'est pas en train d'exploiter? À l'heure où on parle, est-ce qu'on n'est pas en train d'exploiter le pétrole? On l'exploite. Et on sait qu'on va exploiter parce que ça aide aussi à développer le pays, les populations. Mais il y a une manière d'exploiter, on le sait, de manière durable. Et il y a aussi la loi qui dit qu'il faudrait respecter les codes, les articles, ainsi de suite. Mais est-ce que tout cela est respecté? Est-ce que quand on exploite tout cela, est-ce que tout le monde bénéficie? Ce n'est pas le cas. Donc, du coup, est-ce que tu es en train de me dire, du coup, avec Nature Gives Back, avec les jeunes, c'est aussi démontrer leurs droits? Très bien. Les questions de gestion des ressources naturelles de manière durable, ça veut dire quoi? C'est ça, vous essayez de... C'est ce qu'on est en train de faire. Ouais, parce que il faudrait commencer quelque part. Parce que quand on dit à quelqu'un protège l'environnement, il dit d'abord l'environnement, c'est quoi? On voit qu'on ne peut pas commencer à dire qu'il y a cette différence dans l'exploitation, les bénéfices, parce qu'il n'a pas compris le B.A.B.A. Tant qu'il ne comprend pas le B.A.B.A., ça sera un petit peu difficile pour qu'il comprenne cet aspect un petit peu haut. Donc, on commence par le B.A.B.A. C'est pour ça qu'on a le programme de Furious Nature Warriors. Là-bas, c'est plus les bases. C'est-à-dire, on vous dit, on parle de l'environnement. Qu'est-ce que l'environnement? Qu'est-ce que le volontariat? Qu'est-ce que, comment je vais dire, la COP par exemple, la conférence des partis, qu'est-ce qu'on dit souvent là-bas? Quand tu es capable de comprendre certaines notions de ce type, après je pose la question, mais pourquoi les pays doivent avoir la COP? Qui sont les pays qui participent à la COP par exemple? Et c'est là, tu vois, le jeune... Donc c'est un grand travail de sensibilisation et de formation aux enjeux environnementaux et comment ça impacte les gens, comment ça impacte les jeunes et de quelle manière ils peuvent agir pour essayer d'apporter leur petite contribution, c'est ça? C'est exactement ça. Parce que tant qu'on ne commence pas par la formation, la sensibilisation, ça sera un petit peu difficile pour qu'à un moment donné, ils soient capables de prendre l'action. Si on dit prends l'action, tu prends l'action sur quelle base? Or, moi, par exemple, de l'oreille, j'ai fait du droit. Quand je prends l'action, je suis capable de te dire le droit, ce que dit le droit, les politiques, qu'est-ce que cela dit. Donc, celui qui a fait la géographie, qui maîtrise la terre, il est capable de mieux t'expliquer dans ce domaine. Donc, chacun dans son domaine doit contribuer. Mais avant d'être capable de contribuer, il faudrait qu'on comprenne d'abord la base, la connaissance, l'information. Est-ce qu'on a tout cela? Quand on a cela, on est capable de prendre l'action et aussi de retrouver le manque qui existe. Comme en anglais, on dit un gap. What is the gap there? Quel est le manque qui est? Et quand on trouve le manque, on est capable d'agir. Mais avant de trouver le manque, il faut d'abord avoir les connaissances, l'information, être formé, être sensibilisé, ainsi de suite. Bon, c'est un très beau travail et il y a beaucoup à faire dans ces sujets. Et du coup, mais je ne sais plus, Nature Gives Back, ça fait combien de temps que ça existe?
Okay, Nature Gives Back, en termes de, bon, je vais dire en termes d'idées, on a eu Oui, l'idée depuis 2022 depuis 2000. Et en et on a termes réussi. d'action, En termes d'action, depuis 2022, on a commencé l'action d'accord. autant en ligne et même Mhm. sur le terrain parce que les formations dont je parle avec les enfants, l'oratoire, c'est depuis 2022, 2023. Mhm. Et l'année dernière, on a commencé le cohort de formation, comme j'ai dit, la Figure Nature Warriors, c'est cette année. C'est cette année, donc, on a reçu en 2025 la légalisation. On a Mhm. légalisé Nature Gives Back en 2025. D'accord. Donc, depuis 2022, est-ce que tu as vu des signes, des éléments où tu t'es dit, ah, là, on commence à avoir de l'impact qu'on Mhm. souhaitait avoir? Est-ce que tu peux nous parler des quelques éléments d'impact, des choses qui ont changé grâce à notre Gives Back et que vous pouvez vraiment dire avec confiance que, ouais, on est Ok. fiers d'avoir un... Alors, ce que je vais prendre comme exemple, c'est le programme Furious Nature Warriors. Parce que avant de faire le programme Furious Nature Warriors, ou même, disons, avant d'avoir Nature Gives Back, personnellement, pour moi, Dolores, je menais beaucoup d'actions. Mais à la fin, je n'étais pas capable de dire, comment je vais évaluer l'action ici? Comment je vais évaluer l'autre action? Donc, j'étais perdue, mais je faisais beaucoup de choses. Mhm. Chaque fois, maman m'appelle à la maison. Je suis occupée, moi. Je suis occupée, mais à la fin, je n'étais pas capable de pouvoir structurer ce que je fais. C'est comme ça que j'ai donc pensé de mettre des Nature Back. C'est mieux d'avoir des Nature Back. Et chaque fois, on a un programme, on a un plan d'action et on met les actions, les activités. Dans l'année dernière, en 2024, on a lancé la première cohorte du Furious Nature Warriors. Et Mhm. là, c'était uniquement pour les jeunes de soir. J'ai dit Mhm. uniquement les jeunes de soir, autres jeunes, vraiment, désolé pour le moment, je me concentre d'abord sur les Oui. jeunes de soir. Et avec les jeunes de soir, ce que j'ai pu retenir avec cela, c'est la possibilité des jeunes de pouvoir travailler en collaboration avec les membres, j'ai envie de dire les membres du gouvernement, mais aussi avec les autorités locales. Mhm. Parce que là-bas, c'était une formation en ligne. Mais à la fin, Mhm. j'ai dit aux jeunes, on ne peut pas faire une formation en ligne et on s'arrête là. On doit aller sur le terrain. Parce que comment est-ce qu'on va sentir qu'on a fait quelque chose? Mhm. Ce n'est que sur le terrain qu'on verra ce qu'on a appris, ce qu'on n'a pas appris. Donc, on Mhm. s'est décidé, on a dit on va aller sur le terrain, faire une sensibilisation sur la gestion des déchets, comment est-ce que les populations gèrent leurs déchets. Et on a vraiment découvert que, en principe, ou alors, la population a quand même la connaissance pour la gestion des déchets. Mhm. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas les outils nécessaires. Mhm. C'est-à-dire, pour gérer les déchets, pour au moins savoir les différents bacs, ils n'ont pas les moyens d'acheter les bacs parce que déjà pour manger, c'est pas évident. Ils n'ont pas les moyens. Et également, un autre aspect, c'est, il y en a même qui ont les moyens, mais ils vous disent, ah, c'est trop difficile, un petit peu de paresse, ainsi de suite. Donc, cela nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et si on n'avait pas fait ça sous Nature Gives Back, je ne suis pas sûr qu'on serait capable de déterminer cela. Donc, pour Mhm. moi, c'est un élément qui nous a permis aussi d'aller de l'avant et aussi sur le plan personnel parce que quand je faisais le Furious Warrior, je peux le dire, je faisais presque seul. Mhm. Mais cette année, je suis plus seul. Vous avez vu, on a une grande équipe. Mhm. Vous êtes combien? Maintenant, avec les formateurs, je dirais, on est près de 13. Mhm. Avec les formateurs, on est près de 13. L'année dernière, on était avec les formateurs, je crois, 6. Donc, Mhm. on a agrandi l'équipe. Et Mhm. l'année dernière, les personnes qu'on a formées, c'était, disons, j'ai envie de dire, peut-être moins de 25. Mhm. Mais cette année, on est arrivé à 70. 70 70 personnes personnes. Et, oui, formées. et on Mhm. a traversé les pays, le Congo, le Tchad, le Gabon, beaucoup d'autres pays que je peux citer comme ça, qui ont participé à ce cohort. À ces trucs en ligne, à ces Oui, formations en ces ligne. formations en ligne. Mhm. Et juste pour montrer en fait le changement qu'on peut voir Mhm. pour le moment, parce que je sais qu'il y a Mhm. beaucoup de choses qu'on verra après, Mhm. mais pour le moment, voilà ce qu'on a pu voir. Et aussi la La connexion avec mobilisation la des modulation jeunes qui et commencent à aussi se... la connexion avec la population de soi, parce que comme Mhm. j'ai dit, on a fait le porte-à-porte pour Mhm. écouter ce qu'ils pensent. Mhm. Est-ce qu'ils sont même au courant qu'il y a ces problèmes de gestion des déchets? Est-ce que Mhm. c'est un problème pour eux? On se rend compte, oui, ils savent. Ils savent que c'est un Mhm. problème, mais certains parmi eux se disent, ben, on n'a pas les moyens, donc autant mieux rester tranquille. Et en plus, la gestion des déchets n'appartient qu'au gouvernement, donc Mhm. pourquoi s'intéresser? On a Et pu donner du les coup, conseils. c'est quoi que ça va être quoi la prochaine étape des Nature Gives Back sur cette question spécifiquement à soi? Vous avez quoi comme intention pour prendre à bras le corps ces questions de gestion de déchets? Alors, pour les questions de gestion de déchets, la première chose qu'on souhaite faire, c'est être en collaboration avec la mairie. Mhm. Parce qu'à soi, c'est le maire, je dirais la mairie, qui signe le contrat avec Isacam, qui est cette entreprise qui collecte les déchets. Donc, c'est être en collaboration avec le maire pour que quand il signe le contrat, qu'il se rassure au moins que toutes les mesures sont prises afin que les communautés ne souffrent pas trop à cause des déchets. Parce qu'il y a des endroits où Isacam, par exemple, ne peut pas arriver. Mhm. Et c'est encore la population qui va souffrir pour jeter. Et à côté de ça même, on se rend compte que la population elle aussi a un problème. Parce Mhm. qu'il y a des lieux où on a versé les déchets, mais eux, ils partent créer leur endroit. Donc là, c'est un problème. Parce que quand on faisait aussi
quand on échangeait avec eux, on leur disait, vous aussi, c'est le problème. Parce que si on vous dit, voici un endroit pour jeter les déchets, vous partez. Pourquoi vous n'allez pas là? Pourquoi on n'allait pas là? Ils nous disent, Isaac, ne vient pas chaque fois, ainsi de suite. Donc, on se rend compte qu'il faudra encore revenir vers la mairie. Donc, il y a encore un gros chantier de plaidoyer à faire avec la mairie et un gros chantier de sensibilisation avec la population. Très bien. Voilà les deux. Et du coup, maintenant, on s'est rendu aussi compte que pour réussir cela, il faudrait travailler en collaboration avec d'autres associations ou entreprises parce que nous seuls, on ne peut pas tout faire. On va faire tout ça seul. Il est important de travailler en collaboration. Donc, à ce niveau, on s'est dit, bon, on va d'abord s'asseoir, on va identifier ces organisations qui sont dans la gestion des déchets à soi et on va travailler en collaboration pour pouvoir mettre en place le plaidoyer. Ok, c'est super tout ça. Donc, du coup, Dolores, donc ça fait, tu viens de nous raconter là ton parcours. Je voulais savoir, parce que ça fait maintenant déjà un long parcours, même quand tu es si jeune, ça fait déjà un long parcours entre ce moment et maintenant. Qu'est-ce que tu as rencontré comme défi sur ton parcours en fait? Comment c'est d'être une jeune femme en train de s'engager sur ces questions environnementales dans ces contextes-là? Quels sont les défis que tu as pu rencontrer en tant que femme? Alors, pour les défis que j'ai pu rencontrer en tant que femme, bon, souvent j'ai tendance à dire que tellement je suis déterminée que parfois j'ai l'impression que les obstacles que je rencontre, tout le monde rencontre ces obstacles-là. Donc, c'est-à-dire les défis que je rencontre, il n'y aura pas de différence entre une femme et un homme, c'est-à-dire tout le monde va rencontrer les défis, les défis. Bon, mais en termes de défis que je rencontre parce que je suis femme, je réfléchis toujours beaucoup parce que je me dis, chaque fois quand je toque à une porte, soit on me laisse entrer, soit on me laisse entrer. Et en termes, je me dis peut-être financier. Mais après, je pose la question, est-ce que les autres hommes, quand ils toquent aussi à la porte, on leur donne pas les finances? Je pose aussi la question. Alors, sur le plan, mon rôle de femme, je suis aussi dans ma famille et je dois aussi contribuer. Je me rends compte que le fait que je sois une femme, quand même, cela me freine parce qu'il y a d'autres activités que je dois mener que je peux pas. Parce que je dois gérer d'abord la maison avant de sortir. Donc, voilà les défis. Tu vis seule avec tes parents? Avec mes parents. Avec tes parents? Oui, je vis avec mes parents, oui. Donc là également, je dois soutenir la famille. Donc, ce rôle-là me bloque parfois. Et oui, je dirais que financièrement aussi, parce que on a vraiment tendance à croire que être activiste climatique, ça donne l'argent. C'est pas le travail. C'est pas le travail payant, je veux dire. C'est pas le travail payant. Ça paye, ça ne paye pas. C'est plutôt rendre ça professionnel qui paye. Et moi, je suis dans le processus de rendre cela professionnel. Donc, les défis financiers, vraiment, je les ai chaque fois. C'est pour ça que quand je suis ici, j'espère que quand on va faire la publication de ce podcast, on aura des personnes qui vont vouloir financer nos projets et cela va nous permettre d'être encore plus actifs sur le terrain et vraiment trouver des solutions. Mais sinon, en termes de défis, je pense que le fait que je sois d'abord une femme, mon rôle, les contributions à la maison, et ça aussi un frein sur le fait que je dois aller dehors et travailler et l'aspect financier. Et bon, voilà. Mais bon, et plus globalement, toi en tant que jeune, mais qu'est-ce que tu as pu surmonter du coup comme défi en fait pour créer cette organisation, pour continuer à mobiliser les jeunes, pour agir? Ouais, voilà. Si on pense à ça au quotidien, c'est quoi? À ce niveau, je sais souvent que, puisque Nature Gives Back, comment je dis, c'est encore le bébé. C'est quand on vient de donner naissance à un enfant. L'enfant ne peut pas produire. Donc, du coup, c'est nous qui retirons encore le peu qu'on a pour mettre dans l'enfant. Donc, le peu que comme je dis, je fais le part-time, 50% of my time. Donc, je le donne autre part. Donc, ce que je reçois là-bas, c'est ça que je prends encore, je vais mettre en Nature Gives Back. Donc, c'est qui rend les choses très difficiles. Tu es les seuls, à ce moment, les seuls bailleurs de fonds de ton projet, voilà. C'est ça? Et les autres membres qui parfois se souviennent qu'il faut contribuer, ils contribuent, mais c'est pas tout le temps qu'ils vont le faire. Donc, c'est ça que je viens encore mettre ici. Et c'est très difficile. C'est super difficile. Parce que souvent, je me souviens quand j'étais encore à l'université de Boya, tellement je voulais réussir que je disais souvent, je vais pas me limiter parce que j'ai pas l'argent. Donc, si j'ai l'argent et que j'ai un projet, je vais mettre dans le projet là. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Mais c'est si difficile. C'est d'une difficulté. C'est-à-dire, si tu n'as pas tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas t'engager. Mais si je fais l'avocat du diable, je peux dire, Dolores, pourquoi tu te prends la tête, en fait? Cherche un boulot plein temps, comme ça tu es payé et c'est bon. Tu vas continuer à agir pour l'environnement, mais dans une organisation qui est déjà forte, qui a des moyens et qui va te payer. Bon, je dirais que c'est ce que je fais. Comme je le dis, chaque chose a son temps aussi. Donc, je sais vraiment avoir un travail à plein temps, ce qui va me permettre aussi de temps en temps de pouvoir contribuer avec Nature Gives Back, parce que Nature Gives Back aussi, c'est pas aussi plein temps. Ça, c'est un 50 également. Donc, si j'ai un travail à plein temps, je vais peut-être réduire mon temps dans Nature Gives Back, mais au moins, je serai capable de faire quelques projets de temps en temps, vu que c'est quelque chose qui me tient trop à cœur.
tellement à cœur que je suis pas capable de laisser ça tomber. Parce que je veux vraiment changer ce que je peux à mon niveau. Donc, le conseil que vous donnez là, je le prendrai. Non, mais c'est pas un conseil. J'étais juste avocat du diable et je dis, et pour être honnête, je m'attendais pas vraiment à ça, parce que souvent, mais même si tu viens de le dire à la fin, souvent ceux qui créent et fondent des organisations, c'est des créatrices, en fait. Ils peuvent pas se contenter d'un boulot, tout court, ils ont envie de mener la barque quelque part, et tout ça. Ouais. Et sinon, du coup, ben oui, ça c'était des parties un peu compliquées, mais c'est quoi qui te rend aujourd'hui les plus fiers de toi? Bah, c'est Nature Gives Back. Ok. C'est Nature Gives Back parce que quand je créais, quand j'avais d'abord l'idée, parce que ça a commencé par une idée, évidemment, je m'imaginais pas qu'on puisse déjà être légalisé quand même. Je me disais, ben, ça serait trop difficile. Est-ce que c'est possible? Qui suis-je même d'abord pour créer, en fait? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va m'accepter? Bon, il y avait trop de questionnements, tellement, et plus le temps passait, j'essayais un peu, chaque fois de lancer un petit truc, là. Je me souviens sur Facebook, la page de Nature Gives Back, je me souviens, j'avais lancé une petite campagne contre la désertification, et une ou deux camarades ont accepté, me suivre dans la campagne, je me disais, c'est possible. Si les gens me soutiennent, c'est possible, c'est comme ça qu'avec le temps, je lançais, et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Au départ, j'avais trop la peur. C'est pour ça que je dis, la confiance en soi, c'est une arme, en fait. Il ne faut pas blaguer avec la confiance en soi. Et il faudrait vraiment inculquer cela aux enfants. Quand un enfant est jeune, quand on inculque la confiance en soi, quand il va grandir, même pendant qu'il est en train de grandir, il va déjà être en train de mettre les projets sur pied. Et c'est ça qui va l'aider. Donc, en gros, c'est une fierté parce que tu te dis, bon, ben, j'ai été capable de le mettre sur place, de mobiliser les gens. Ouais. Et qui m'écoutent. Et ils m'écoutent. Et ce que je dis, ils sont en train de faire et ça les aide également. Ouais. C'est une fierté pour moi. C'est cool. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris? Que ce soit à Nature Give Back, que ce soit dans d'autres initiatives dans lesquelles tu es impliqué. Donc, il me semble que tu es, comment on va dire, un bulldozer qui veut vraiment être en action, même si ton nom marche et renvoie à de l'eau, moi je vois du feu un tout petit peu. Du coup, qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur les leaderships? Quelles sont les quelques leçons en fait que tu retiens sur ton chemin et qui t'aident à continuer à grandir et qui peut aider les autres à continuer à grandir aussi? Alors, dans le leadership que j'ai appris, bon, je ne vais pas définir ça en termes de leadership, mais c'est plus une compréhension. Parce que avant, ma manière d'appréhender le leadership, c'était du genre, il faudrait tout maîtriser. C'est-à-dire, si tu as peut-être un projet, il faudrait que tu sois capable de maîtriser la communication, maîtriser l'oratoire, maîtriser la partie technique, maîtriser tout ce qu'il y a. Mais je me rends compte que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand même de commencer. Si tu as maîtrisé quand même un élément qui peut te permettre de commencer, commence parce que tu ne peux pas tout connaître dans la vie. C'est un. Il y a quand même des gens autour de toi qui vont t'aider à avancer. Eux, ils maîtrisent bien quelque chose. C'est ce qu'ils maîtrisent qu'ils vont ajouter dans ce que tu as et on va aller plus loin. Donc, au départ, je me disais qu'il fallait tout maîtriser avant de se lancer. Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je comprends qu'avec un élément que tu maîtrises, tu peux aller plus loin. Je prends le cas seulement de la formation Fierce Nature Warriors. La partie que je maîtrise le mieux, c'est la mobilisation. C'est-à-dire que je suis capable de mobiliser le nombre de personnes qu'il faut pour quelque chose. Je suis capable de chercher les formateurs, d'identifier les formateurs pour une formation par rapport aux besoins des participants. Et ce n'est que ça que je maîtrise pour le moment. Alors, je sais qu'il y a des formateurs dans tel domaine, tel autre domaine. Alors, je vais vers eux, je les cherche, ils viennent former. Et voilà le résultat. On a le Fierce Nature Warriors. Et on ne s'arrête pas seulement à la formation. Il y a des jeunes qui sont déjà en train de mettre en œuvre leur initiative. Donc, pour dire que j'ai utilisé une de mes compétences pour mettre en place un projet qui a beaucoup d'autres éléments parce que j'ai pu identifier d'autres personnes qui peuvent venir contribuer. C'est une bonne leçon de vie. On ne peut pas tout savoir. Commencer juste avec les petits trucs qu'on maîtrise et on fait confiance aux autres et on vise les autres qui vont venir compléter ça. Ok, super. Et cette force-là, tu vois, la force d'aller créer. Évidemment, j'ai entendu qu'il y a des choses qui se sont passées dans ton village, avec ta maman, avec tes grands-parents, qui ont réveillé cette conscience de tiens, il y a quelque chose qui change, pourquoi les rendements ne sont pas les mêmes, et puis tu as fini de fil en aiguille par comprendre que
qu'il y a des aspects de changement climatique qui impactent tout ça, ok? Mais est-ce qu'il y a des gens, des femmes en particulier, qui t'ont inspiré et qui ont été une espèce de guide pour se dire, tiens, je vais faire comme elle? Est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont été vraiment des modèles et d'inspiration pour toi? Ah ouais, je vais citer d'abord Wangari Maathai. Ouais, parce que c'est une femme qui est dans le domaine environnemental. Et j'ai eu à visionner une vidéo d'elle qui montre comment elle est dans l'activisme, le plaidoyer en fait. Et je me suis rendu compte que le plaidoyer, c'est pas quelque chose d'une seule journée. C'est quelque chose qui peut prendre toute une vie. C'est-à-dire tout au long de ta vie, tu es dans le plaidoyer et même avant de mourir même, tu vois seulement quelques bribes de solutions. C'est même après ta mort qu'on est capable de voir les changements. Donc, sa vie m'a donné l'envie de vraiment continuer. C'est-à-dire de me lever et de me battre. Et de savoir que c'est pas parce que je me bats que tout le monde doit s'accorder avec moi. Il y a beaucoup de gens qui ne s'accordent pas avec moi et qui disent même que ce que je fais n'a pas de sens. Mais puisque je suis déterminée dans ce que je fais, je suis sûre que ce que je suis en train de proposer est une partie de solution, alors je dois continuer. Je ne dois pas m'arrêter parce que d'autres personnes ne veulent pas qu'on continue. Et c'est la même chose avec Wangari Maathai. Elle a essayé et on voulait détruire leur forêt communale, communautaire, je dirais comme ça. Et elle s'est battue, elle s'est levée, elle a dit, on ne coupe rien d'ici. Tout ça, ça nous appartient. On doit se battre pour ce qui nous appartient. Et c'est la même chose parfois quand je reste avec les jeunes, je dis, ben tiens, on est beaucoup, on est vraiment intelligents. Nous tous, nous sommes intelligents. Mais parfois, on se laisse mourir. C'est-à-dire, on laisse notre destin aux autres. Ce sont les autres qui décident sur notre destin. Alors, on doit se lever pour notre destin. Qui va se lever pour nous si on ne se lève pas pour nous-mêmes? On doit se lever. Donc, quand je vois sa vie, je me dis, on doit se lever. Et c'est une manière pour moi de me lever. Et quand je le fais, donc, je me rends compte que d'autres personnes sont en train de me voir et ils se lèvent. Je me rends compte, ben, tiens, donc, je ne dois pas me coucher. Je ne peux pas. Si je le fais, non seulement je me détruis, mais d'autres personnes sont aussi en train d'être détruites. Donc, je dois absolument me lever et continuer. Ça, c'est une image vraiment d'une personne que j'ai dans le domaine environnemental, je respecte beaucoup. Qui t'a inspiré. Qui m'a beaucoup inspiré. Alors, sur le plan professionnel, c'est la femme de Obama, Michelle Obama. J'aime bien son charisme. Là, je l'admire beaucoup pour son charisme et sa détermination, son professionnalisme dans ce qu'elle fait. Parce que je me suis rendu compte que avec le temps, j'étais un peu trop, comment je vais mettre ça, trop guidée par la passion. La passion, c'est bien, mais il faut professionnaliser ce qu'on a. Et si tu as la possibilité, si tu es charismatique, développe ton charisme encore plus pour utiliser ça comme ton levier de professionnalisme. Et je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire. Et c'est pour ça que je la vois comme vraiment une image que je dois prendre aussi en compte quand je travaille. Être vraiment déterminé, pas baisser les bras, toujours travailler et avancer. Et je ne vais pas conclure sans toutefois prendre comme exemple ma mère. Elle a une image que j'ai tout le temps, mais elle est d'une patience. Oh mon Dieu, moi je ne peux pas être patiente comme elle. Je développe mon niveau de patience. Elle est trop patiente. Elle est très patiente avec tout le monde. Tout le monde, avec sa propre vie, avec ses enfants, avec son feu époux, mon papa comme il est décédé. Tout le monde, les membres de la communauté, elle est patiente. Et c'est un élément que je développe chaque jour parce que je me rends quand je la regarde, je dis maman, tu es forte. Tu as pu traverser ça, toi, tu es forte. Et sache que je suis en train d'apprendre. Ne crois pas que moi, je vais faire comme toi là, non, je vais apprendre plus tôt. Non, elle est d'une patience. J'apprends cela d'elle chaque jour, parce que dans le domaine de l'environnement, ou même dans tout autre domaine, j'imagine, il y a une patience qu'on doit avoir. Parce que parfois, on se bat comme on se bat, on espère avoir un résultat, mais le résultat ne vient pas à ce moment-là. Peut-être qu'il manque un seul élément pour que ce résultat arrive. On est obligé d'être patient pour attendre cet élément-là. Donc, la patience va vraiment nous aider. Bon, des femmes qui ont inspiré ta vie, c'est chacun avec son petit truc qui t'inspire. Quand je me rappelle la première fois qu'on me parle de toi, puis je commence à chercher sur Internet, je vois les choses. Je vois que tu es une femme qui bouge beaucoup, qui est très informée, qui a aussi participé à plein d'initiatives, plein d'opportunités. Tu as fait, je ne sais pas moi, tu as fait déjà la COP, c'est ça? Ah non, je n'ai pas encore fait la COP. J'ai plutôt fait le World Youth Development Forum cette année. Donc, du coup, je voulais justement parce que tu as parlé un peu de comment il faut partir de la seule chose qu'on maîtrise, qu'on n'ait pas peur de démarrer par là et on va espérer qu'on arrive à mobiliser d'autres personnes qui ont d'autres compétences. Mais comment ces espaces-là, ces forums, ces choses-là, quels sont les autres aspects justement que tu as rencontrés sur ta vie comme ces forums-là qui ont renforcé en fait non seulement la confiance à toi, mais ta légitimité et tes connaissances. Et comment tu as fait pour accéder à ces genres d'opportunités?
Là, je pense juste à des jeunes qui pourraient être en train de nous écouter parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas par où commencer. Tu as donné une première recette, commence avec ce que tu sais faire. Comment tu arrives à avoir accès à ces espaces-là qui te permettent de te nourrir et de grandir encore plus? Alors, avoir accès à ces espaces, je vais aussi, comme ils sont en train de m'écouter, il faudrait qu'ils le sachent. J'ai postulé beaucoup, hein. Il faut que vous sachiez. Il faut postuler beaucoup et beaucoup, il ne faut pas se fatiguer de postuler. Parce que parfois, on croit qu'on connaît beaucoup, alors que ce n'est pas ce qu'on veut. C'est que les autres cherchent. Donc, il faut postuler, il ne faut pas se fatiguer de postuler. Et quand tu postules, il faut toujours te mettre en avant. Quand je dis te mettre en avant, c'est dire qui tu es réellement. Il ne faut pas avoir peur de partager qui tu es. Parce que j'ai insisté vraiment sur la confiance en soi. C'est un élément, il ne faut pas mettre de côté. Partage qui tu es, n'invente pas. Ne nous dis pas que tu es X, alors que toi-même tu sais au fond de toi que tu n'es pas X. Dis qui tu es, sois limpide dans ce que tu partages. Maintenant, quand tu as la possibilité d'accéder à ces forums, imaginons que tu es déjà dans un forum, je sais pas, ça peut être la COP, ça peut être le World Youth Development Forum, ça peut être n'importe quoi, mais c'est une plateforme internationale ou même nationale. Quand tu es là-bas, ce que moi j'ai constaté, étant là-bas, c'est que, et je suis déjà là, donc je suis légitime quand même. Donc je suis légitime. Donc je suis aussi quelqu'un. Donc il ne faut pas avoir peur. Si je suis déjà là, ça veut dire que je suis quelqu'un. Je suis une personne respectable. Parce que dans 1000 personnes, on a pu me sélectionner. Donc je suis une personne respectable. Donc je suis là-bas. Tu as confiance en toi maintenant. Quand on te donne la parole, soit tu prends la parole et tu parles de toi sans avoir peur. N'aie pas peur. Tu es légitime. Si tu es là-bas, ça veut dire que tu es légitime. Parce que si les organisateurs te disent le nom de personnes qui ont postulé et qu'au final, c'est toi qu'on a pris, il faut savoir que tu es légitime et n'aie pas peur de parler. Quand on te donne la parole, exprime-toi, parle comme tu peux, dis ce que tu as à dire et je suis sûr que d'autres vont écouter. Peut-être, on ne va pas t'appeler sur le champ, mais une autre fois, on va te prendre comme exemple. On va dire, ben, j'avais rencontré une fille, j'avais rencontré tel garçon, tel jeune homme, ainsi de suite. Et quand même, tu auras touché les cœurs. Même si on ne t'appelle pas sur le champ, peut-être si tu cherchais le financement, peut-être que tu étais là sans financement, mais au moins, tu as touché le cœur. Au moins, le cœur d'une seule personne. Et quand la personne rentre chez elle, elle dit, ben, j'avais vu elle avait fait comme ça, je peux essayer. Peut-être on va jamais donner le feedback, mais quelque part, tu as changé quelque chose dans la vie de quelqu'un. De saisir toujours ces opportunités pour être qui on est et de dire du fond du cœur ses pensées, ses opinions. On ne sait jamais les cœurs qu'on va toucher et l'impact qu'on va avoir sur... Je vais même insister pour dire que si je suis qui je suis aujourd'hui, dans tous les postes de leadership, c'est parce que je ne veux pas vous dire que j'ai parlé plusieurs fois. Non, c'est juste qu'il y a eu un événement, tout le monde reste tranquille et je me dis, ben, pourquoi vous restez tranquille alors que vous avez la solution? Je prends la parole, je parle. Pour eux, c'est comme si j'étais devenu Dieu. Je suis venu tamiser la situation. Je leur dis, ben non, on avait tous la solution, il fallait bien proposer quelque chose. J'ai juste proposé ce que nous tous on connaissait. Donc, c'est un peu comme ça. D'accord. Eh bien, super. J'espère que les jeunes nous écoutent et qu'ils vont tirer quelques éléments de tes apprentissages à toi et des choses qui ont marché vraiment pour toi. Donc, on commence à arriver à la fin, mais avant vraiment de clôturer, qu'est-ce que tu vois comme, si on se projetait dans le futur, toi qui as Nurture Gives Back et tu t'occupes des jeunes, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu vois comme place des jeunes et qu'est-ce que tu espères pour les jeunes en lien avec toutes ces questions environnementales? Alors, la place des jeunes, je souhaite qu'ils comprennent d'abord la question environnementale. Qu'en tant que jeunes Camerounais et Africains, qu'ils sachent que on va changer le narratif africain quand il s'agit de la protection de l'environnement. On doit être capable de prendre autorité sur nos ressources naturelles, de les développer pour nous-mêmes. Quand on est capable de le faire, maintenant qu'on arrive à l'échelle internationale, on peut maintenant discuter, échanger avec les autres de manière équitable. Parce que c'est qui nous, c'est qui nous refracte pour le moment, c'est ce déséquilibre qui existe entre nous, les pays, la plupart en voie de développement et les pays déjà développés. On a les ressources, mais comment on les utilise? Mais je me dis aussi en même temps que tout commence par le développement personnel et la confiance en soi. Parce que si on a autant confiance en soi, on est capable de déterminer tous ces talents, on va chercher trouver le moyen possible pour exploiter nos talents pour le bien-être de notre communauté, notre pays, notre Afrique et même le monde entier. Et je me rends compte que plusieurs ne le savaient pas. Plusieurs. Oh, ils ont beaucoup. Par contre, quand je parle, je dis, regardez comment vous êtes intelligent. Regardez-vous, prenez le miroir, vous êtes si intelligent, mais pourquoi vous n'utilisez pas ce que vous savez faire? Utilisons-le, n'ayons pas peur. Au contraire, le Créateur ne sera pas fier de nous si on ne peut pas encore le voir avec tout ce qu'il nous a donné. Il nous a envoyé ici pour les utiliser pour le bien-être de cette terre. Comment on va rentrer encore avec? Qui sera fier? Si on t'envoie, prends une parabole simple, on t'envoie dans un champ de maïs, pas planter le maïs. Tu as le maïs sur toi, après tu rentres encore le maïs.
Mais celui qui t'a envoyé va être très fier, très, très en colère, je veux dire. Tu dois planter là-bas parce qu'en plantant, ça va donner encore, tu vas germer, ça va pas t'aider seul, encore moins celui qui t'a envoyé, mais toute une communauté. C'est ce qu'on doit faire. Mais si je suis un jeune Camerounais, je t'écoute, je vais dire, ma soeur, c'est trop compliqué, non? Tu le sais. On ne les écoute pas, on n'est pas au contrôle de ces choses-là. Comment on va sortir de là? Peut-être. Attends, Si je vais répondre à ça. Je prends un exemple. Je prends le cas de Wangari Maathai, comme j'ai dit au départ. Quand je vois ces vidéos, elle montre une blessure qu'elle a derrière. Parce qu'elle est en train de combattre pour sa communauté, elle a une blessure. Personne n'a dit que ça sera facile. Personne n'a dit que ce sera facile. Ce sera difficile. Je suis en train de vous dire que pour Network Gives Back, le peu d'argent que j'ai, je mets dans Network Gives Back. Vous pouvez imaginer combien c'est difficile pour moi. Ça, ce n'est qu'un seul exemple parmi tant d'autres. Sans compter et les insultes. Et les tu es qui? Tu te crois pour qui? Ça, bon, il y en a assez. Personne n'a jamais dit que c'est difficile, ce sera facile. Mais on va se lever pour nous-mêmes. On ne peut que se lever pour nous-mêmes. La liberté, parfois on le dit, on l'arrache. Vous croyez qu'on va vous donner la liberté sur un plat, on va vous servir. Voilà votre liberté, mes chers jeunes. Prenez votre liberté. Mais jamais, parfois les gens cachent les informations pour que vous n'ayez pas assez. Vous de frapper, même s'il faut casser. On casse, on prend l'information, on va travailler. Si c'est nécessaire, on va le faire. Bon, vous croyez qu'on va rester là comme ça? Nos enfants, vous voyez, non, on ne peut pas. On doit se battre. On a le pouvoir. Nous avons le pouvoir. On doit se battre. Et du coup, pour revenir à toi, Dolores, si je t'ai projeté dans le temps, dans 10 ans, tu te vois en train de faire, enfin, tu vois, avoir accompli quoi, avoir réalisé quoi, en train de faire quoi dans 10 ans? Dans 10 ans, je suis en train de me voir d'abord, premièrement, comme autrice. Bon, je ne sais pas, auteur ou autrice, auteur, n'est-ce pas, voilà. Auteur, oui. Voilà, auteur, je suis comme auteur, j'ai pu recenser tout ce que j'ai pu faire. J'ai mis dans un livre, ça peut être un, ça peut être deux. Et dans le livre, là, je ne raconte pas seulement l'histoire. Je partage avec tous ceux qui vont lire ce que j'ai fait, les difficultés rencontrées et comment j'ai pu surmonter les difficultés là. Je leur donne quelques techniques qui vont leur aider également à s'en sortir dans la vie. Ça, c'est un élément. Tandis également, je me trouve avec beaucoup d'enfants. J'aime beaucoup les enfants. Tu n'as pas peur de les mettre dans ces pays ou dans cet environnement ou sur cette planète qui... Ça effraie. Ça effraie, mais je préfère courir le risque. Je préfère courir le risque et me battre pour leur donner la connaissance que j'ai, même plus encore, pour qu'ils puissent aussi avoir confiance en eux pour le développement du pays, qu'ils puissent développer. Donc, je me vois avec beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, sachez-le. Et il y en a qui ont, j'aime bien les noms de certains. Très bien. Et aussi, bon, si j'ai dit j'ai pu rédiger un livre, ça veut dire que j'ai pu accomplir beaucoup de choses. Oui, tu as accompli quoi? Nature Gives Back, c'est-à-dire Nature Gives Back n'est plus seulement au niveau local, national seulement, au niveau africain, et ça traverse même les limites africaines, ça va même au-delà parce que les jeunes ont compris qu'ils doivent posséder leur avenir, ils doivent posséder leur destin et se battre pour cela. Donc, ils ont compris ça finalement. Ils ont l'information, ils se battent pour avoir l'information. C'est comme ça qu'ils se lèvent directement par rapport à leur talent. Parce que chaque personne a son talent et on va utiliser notre talent pour le bien-être de la nature. Et je le dis toujours, quand on protège l'environnement, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'avoir eu à faire géographie. Non. On peut faire le journalisme, on protège l'environnement. On peut faire le droit, on protège l'environnement. On peut faire l'économie, on protège l'environnement. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire et cela aide dans la protection de l'environnement. Donc, ils ont compris que leurs talents sont nécessaires pour protéger l'environnement. Et à ce changement-là, dans la société, on le voit, on le vit, on le ressent. Super, super. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre discussion. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi, d'avoir un peu cette énergie de la jeunesse qui est prête à se battre, consciente des enjeux qui sont là. Et j'ai beaucoup appris aussi à travers cette discussion sur voilà, commencer petit et tout, et ça me parle aussi. Et j'espère que ceux qui nous écoutent ont aussi beaucoup appris. Donc, merci énormément, Dolores. Merci à vous. Je suis plutôt heureuse de partager mon parcours avec vous parce que je me rends compte que j'ai simplifié ce que j'ai fait. C'est quand je parle que je me rends compte que j'ai quand même fait. Mais c'est pas enough, it's not enough. C'est pas assez. J'ai encore besoin de faire beaucoup parce que on doit explorer ce qu'on a, mettre à la disposition des autres pour le développement du Cameroun, de l'Afrique et même du monde. Tout n'est pas seulement de mettre en œuvre les activités, mais je me dis aussi que c'est aussi important de pouvoir évaluer les impacts
et savoir où est-ce qu'on va, est-ce que ce que j'ai pu faire aide les autres, les initiatives, est-ce que je vois les gens changer, ainsi de suite. Donc, ça m'a permis de revisiter encore ce que je fais et aussi me questionner en même temps, parce que quand je quitte d'ici, je continue le travail, autant avec ce que j'ai appris ici et ce que j'ai déjà appris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au revoir.